Bonsoir tout le monde et je suis ravi de répondre à l'invitation du réseau d'échange entre les médecins d'Afrique, qui est une belle initiative qui permet d'échanger l'expérience entre les différents médecins du continent, de différentes spécialités et de différentes nationalités. Donc, je vous parlerai aujourd'hui de la rétinopathie diabétique. Et c'est un cours qui est plutôt destiné à tous les professionnels de santé qui sont impliqués et intéressés par la prise en charge du diabète, ainsi que les médecins généralistes et les internes et résidents qui viennent de commencer leur spécialité en ophtalmologie. Et donc, je commencerai par euh, partager le cours. Je ne sais pas si vous arrivez à... Je ne sais pas si vous Oui, accédez. oui, Oui. professeur, nous voyons votre écran. Très bien. Donc, vous voyez la présentation? Tomo. Oui, parfaitement. Oui, très bien, très bien. Et donc, la rétinopathie, je me présente tout d'abord, professeur Amin Alzar. Je suis professeur en service d'ophtalmologie à Casablanca, l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa. Et donc, la rétinopathie diabétique, comme vous le savez, c'est une microangiopathie diabétique. Et vous savez tous que le diabète peut se compliquer de microangiopathie et de macroangiopathie. Les microangiopathies que vous connaissez, c'est bien entendu la rétinopathie diabétique, la néphropathie diabétique et la neuropathie périphérique. Et les macroangiopathies, à savoir le pied diabétique, les coronaropathies. Et donc la rétinopathie diabétique, elle entre dans ce cadre de microangiopathie diabétique. C'est l'une des complications majeures du diabète. Pourquoi? Parce que ça peut aboutir à la cécité. D'ailleurs, c'est la première cause de cécité chez le sujet de moins de 50 ans. Et chez les sujets âgés de plus de 50 ans, malheureusement, dans notre continent, c'est toujours la cataracte qui constitue la première cause de cécité dans notre continent. Les facteurs de risque de la rétinopathie diabétique, c'est l'ancienneté du diabète, le mauvais équilibre glycémique et l'hypertension artérielle. Nous allons voir ça en détail dans le chapitre physiopathologie. La rétinopathie diabétique, c'est une maladie qui est évolutive et qui passe par plusieurs stades, commençant par la rétinopathie diabétique non proliférante, puis pré-proliférante et proliférante. Le stade ultime du développement de la rétinopathie diabétique étant ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique compliquée. Il existe en fait trois complications très redoutables de cette maladie. Ces trois complications peuvent aboutir à la cécité en l'absence d'un traitement qui est en tout cas un traitement qui est difficile et qui est peu accessible dans notre continent. Le dépistage de cette pathologie permet d'éviter ce stade redoutable de rétinopathie diabétique compliquée. Il passe par un fond d'œil, par un simple examen de fond d'œil que l'on fait à un rythme annuel chez tout patient diabétique. Sa prise en charge, elle est multidisciplinaire et donc plusieurs professionnels de la santé sont impliqués dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Euh, euh, c'est le médecin généraliste constitue la pierre angulaire de cette prise en charge. Il est assisté par des spécialistes, à savoir l'ophtalmologiste, l'endocrinologue, le biologiste, etc. Et même les professionnels paramédicaux sont également impliqués dans la prise en charge de cette pathologie. Donc, nous allons parler un peu d'épidémiologie. Nous avons donc la rétinopathie diabétique constitue la première cause de cécité dans les pays occidentaux. Dans les pays en voie de développement comme les nôtres, c'est toujours la cataracte. C'est une pathologie qui est cécitante, qui peut aboutir à la cécité. En effet, quand le diabète est diagnostiqué avant l'âge de 30 ans, eh bien, selon les études, 3,6% des patients sont d'ores et déjà au stade de cécité, sont déjà aveugles. Quand le diabète est diagnostiqué au-delà de l'âge de 30 ans, euh, 1,6% des patients sont déjà au stade de cécité. Et donc, c'est une pathologie qui est très grave. Chez le patient diabétique de type 1, à la découverte du diabète, donc parce que dans le diabète de type 1, on connaît en général parfaitement le moment
où la maladie, où le diabète a commencé. Et donc, on sait que la rétinopathie diabétique, on connaît le moment du début de la pathologie et on sait que la rétinopathie diabétique ne va pas apparaître avant 3, au moins 3 jusqu'à 5 ans de l'évolution du diabète. Et donc, chez le patient diabétique de type 1, on sait d'emblée qu'il n'est pas encore au stade de rétinopathie diabétique et donc on n'est pas obligé de commencer le dépistage de rétinopathie diabétique immédiatement. Alors que chez le patient diabétique de type 2, eh bien, selon les études, plus de 20% des patients présentent déjà une atteinte rétinienne au moment du diagnostic de la maladie, du diabète. Et donc, parce que c'est une pathologie qui est asymptomatique au début. Et donc, chez un patient diabétique de type 2 nouvellement diagnostiqué, on commence d'emblée le dépistage annuel de la rétinopathie diabétique. Et ça nous arrive, malheureusement, dans notre contexte, de diagnostiquer des rétinopathies diabétiques sévères chez un patient qui n'est pas connu diabétique et chez qui on va faire des investigations, un bilan biologique à la recherche du diabète. Et donc, on arrive à faire un diagnostic du diabète de type 2, malheureusement très, très tardivement. Pourquoi? Parce que la prévalence de cette pathologie, elle augmente, de la rétinopathie diabétique, elle augmente bien entendu avec l'ancienneté et la durée du diabète. Et donc, en général, au bout de 15 à 20 ans d'évolution du diabète, 80% des patients sont déjà porteurs, donc porteurs de rétinopathie diabétique. Pour les facteurs de risque de cette pathologie, donc l'ancienneté du diabète, et ça c'est classique, le mauvais équilibre glycémique, donc plus la glycémie est mal équilibrée, plus la rétinopathie diabétique est précoce. Et donc, la prévention de cette pathologie, elle passe forcément par une bonne prise en charge du patient diabétique. L'hypertension artérielle non contrôlée constitue aussi l'un des facteurs de risque de cette pathologie. La présence d'une atteinte rénale. Chez les patients diabétiques qui sont porteurs de néphropathie diabétique, ils sont ils sont déjà forcément porteurs d'une rétinopathie diabétique associée. Pourquoi? Parce que en général, la néphropathie diabétique, elle précède la rétinopathie diabétique. Et donc, un néphrologue ou un médecin généraliste qui diagnostique une néphropathie diabétique chez son patient, eh bien, il est dans l'obligation de l'adresser immédiatement chez un ophtalmologiste afin de dépister donc dépister des signes de rétinopathie diabétique. La présence de dyslipidémie et d'une obésité constituent également des facteurs de risque aggravant la rétinopathie diabétique. Et donc la prévention de cette pathologie et le traitement même de cette pathologie, il passe à travers le contrôle strict et efficace de ces facteurs de risque. Sur le plan physiopathologique, on sait que dans la physiologie rétinienne, la particularité de la vascularisation rétinienne, c'est la présence de capillaires rétiniens qui sont imperméables. Et donc, la vascularisation rétinienne, elle est caractérisée par son caractère imperméable, c'est-à-dire euh, toute atteinte de la perméabilité peut aboutir à des complications graves. Donc, sous l'effet d'une hyperglycémie chronique, une hyperglycémie prolongée, avec chez un patient par exemple, chez qui euh, donc son diabète est mal équilibré et son diabète est ancien. Donc avec le temps, il se produit une, une atteinte de ces capillaires rétiniens à travers, sur le plan histologique, la disparition des péricytes au niveau de la paroi de ces capillaires. Deuxième événement important, c'est la prolifération et l'hypertrophie des cellules endothéliales. Donc, cela va aboutir, la disparition des péricytes va aboutir à une anomalie donc de la paroi capillaire et donc à une augmentation de la perméabilité de ces capillaires, alors que la prolifération des cellules endothéliales va
entraîner une réduction de la lumière de ces vaisseaux et donc une diminution du flux du sang rétinien. Donc une réduction du débit sanguin rétinien. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Et donc l'augmentation de la perméabilité des capillaires rétiniens va aboutir à un œdème rétinien, voire même un œdème maculaire. Deuxième événement, la prolifération des cellules endothéliales qui va aboutir à la réduction de la lumière vasculaire va aboutir à des phénomènes ischémiques. Donc, un phénomène ischémique est donc un déséquilibre entre le besoin en oxygène des cellules rétiniennes, notamment des cellules photoréceptrices, et l'apport en oxygène. Qu'est-ce qu'on aura comme conséquence? Eh bien, un développement d'une néovascularisation pathologique qui est très néfaste pour la rétine et pour les cellules rétiniennes. Donc cette néovascularisation, c'est des vaisseaux qui sont anormaux et qui peuvent se compliquer d'hémorragie, qui peuvent saigner, qui peuvent se compliquer de voiles gliaux, de prolifération de fibroblastes avec le développement de membranes fibrineuses et gliales. Ces membranes vont se rétracter avec le temps et vont aboutir à une traction sur la rétine et donc ce qu'on appelle d'un décollement de rétine tractionnel. Le stade ultime de cette évolution est bien entendu la cécité. Toujours sur le plan physiopathologique, nous avons bien parlé de microangiopathie capillaire qui va se manifester par deux grandes complications, comme je viens de le dire. Une hyperperméabilité capillaire qui va aboutir à une fuite des éléments figurés du sang vers la rétine. Cela va aboutir à la présence d'un œdème rétinien, à la présence d'exsudat, de dépôts d'exsudat au niveau de la rétine. Et on va voir ça dans le chapitre de sémiologie. Donc, l'occlusion des capillaires et la réduction de la lumière des capillaires va aboutir à des phénomènes ischémiques, mais aussi à des anomalies de la paroi des capillaires, ce qui va se manifester sur le plan clinique par la présence de microanévrismes, par des hémorragies, par des anomalies vasculaires intrarétiniennes, des déformations, des anomalies de la paroi veineuse. C'est des signes importants qui vont nous permettre non seulement de diagnostiquer la rétinopathie diabétique, mais également de stadifier, de classifier cette rétinopathie diabétique afin de la traiter de manière convenable. Donc, la présence d'une ischémie rétinienne et d'un œdème maculaire vont se compliquer de baisse de l'acuité visuelle, d'aggravation progressive, mais qui est, heureusement, fort heureusement, elle est réversible au stade débutant de la maladie. Et donc, pour récapituler, deux grands éléments donc de la physiopathologie de la microangiopathie rétinienne, c'est les phénomènes ischémiques et les phénomènes liés à l'œdème et l'hyperperméabilité vasculaire. Donc, sur le plan diagnostique, la rétinopathie diabétique, tout comme le diabète, c'est une maladie qui est silencieuse au début. Et donc, un équilibre euh, métabolique permet de prévenir la rétinopathie diabétique au stade de début de la maladie. Mais nous, on ne doit pas attendre à ce que la rétinopathie diabétique devienne symptomatique. Il faut commencer le dépistage selon un rythme bien précis que l'on va voir en détail. Et donc, la rétinopathie diabétique, euh, idéalement, elle doit être découverte lors d'un suivi d'un patient diabétique par des examens de fondée annuels. Malheureusement, dans notre contexte, ça nous arrive de diagnostiquer la rétinopathie diabétique suite à une baisse de l'acuité visuelle qui peut survenir soit de manière brutale en cas de néovascularisation compliquée d'hémorragie intravitréenne massive, soit dans le deuxième cas, suite à une baisse de l'acuité visuelle qui évolue de manière lente et insidieuse. Et ça, on le remarque chez les patients qui présentent un œdème maculaire diabétique. Donc, à l'examen ophtalmologique, on sait que tout examen ophtalmologique est un examen qui est bilatéral et qui est comparatif et qui commence par une évaluation de l'acuité visuelle. Le plus souvent, l'acuité visuelle, elle est conservée dans la rétinopathie diabétique si on n'a pas d'atteinte maculaire, si on n'a pas de rétinopathie diabétique compliquée et si on n'a pas d'œdème maculaire diabétique.
On commence toujours par l'examen du segment antérieur de l'œil, comme vous le savez, comme vous le voyez sur le schéma. Donc, on examine le segment antérieur. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'examen du cristallin. Pourquoi? Parce que la deuxième complication du diabète au niveau oculaire, c'est ce qu'on appelle la cataracte métabolique. La cataracte métabolique, c'est une cataracte particulière qui survient chez les sujets diabétiques et qui est de type sous-capsulaire postérieur et qui est très fréquente et qui doit être dépistée et traitée correctement par chirurgie. Deuxième élément auquel on va s'intéresser dans l'examen du segment antérieur, c'est bien entendu l'examen du l'iris. Pourquoi? Parce que dans les stades les plus avancés de la rétinopathie diabétique, les phénomènes ischémiques vont aboutir au développement de néovascularisation non seulement au niveau rétinien, mais également dans le segment antérieur de l'œil. Et donc, on arrive à examiner l'iris, à chercher ce qu'on appelle une rubéose irienne, c'est-à-dire le développement de néovascularisation au niveau de l'iris. Et ça, c'est le stade débutant de ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire, qui est l'une des complications ultimes de la rétinopathie diabétique, qui est potentiellement cécitante. Et bien entendu, l'examen du fond d'œil permet de chercher les signes de rétinopathie diabétique. Cet examen du fond d'œil, en fait, il est fait le plus souvent par des ophtalmologistes, mais peut être bien entendu délégué au médecin généraliste, à l'endocrinologue, par une formation rapide à l'utilisation de l'ophtalmoscope. Donc, le premier signe de rétinopathie diabétique auquel on va s'intéresser, c'est la présence de microanévrismes secondaires à la déformation de la paroi des capillaires rétiniens. Il s'agit en fait d'une ectasie de la paroi capillaire suite au phénomène physiopathologique qu'on vient de décrire. Au fond d'œil, il se manifeste par une lésion, un petit point, une lésion punctiforme, rouge de petit diamètre. On n'arrive pas, en général, à distinguer, à faire la différence entre microanévrisme et hémorragie rétinienne punctiforme. Et donc, seule l'angiographie rétinienne à la fluorescéine permet de faire la différence. En effet, le microanévrisme, qui est une déformation de la paroi capillaire, va se manifester par une lésion dite hyperfluorescente, comme on le voit ici. C'est-à-dire, qu'il s'agit en fait d'une déformation de la paroi capillaire, et donc c'est une lésion qui va prendre la fluorescéine. À la différence de ce qu'on voit sur l'image à gauche, il s'agit ici d'une hémorragie punctiforme qui va se manifester sur le plan angiographique par une lésion dite hypofluorescente par effet masque, parce que le sang, il va nous cacher la rétine qui est au-dessous. Donc ici, par exemple, c'est une image du fond d'œil, de l'œil gauche chez un patient, où l'on voit ici, par exemple, deux points rouges. On n'arrive pas à faire la différence entre hémorragie, entre microanévrisme et hémorragie punctiforme, mais au niveau de l'angiographie, tous les points que l'on voit ici, qui sont blancs, c'est-à-dire hyperfluorescents, il s'agit en fait ici de microanévrisme. Deuxième signe important auquel on va s'intéresser, c'est la présence d'hémorragie rétinienne, c'est-à-dire une collection de sang au niveau de la rétine. Il existe en fait trois types d'hémorragie rétinienne. Les hémorragies punctiformes, que l'on vient de voir, qui sont des hémorragies superficielles et de petite taille. Les hémorragies en flammèche, c'est des hémorragies en fait qui sont situées au niveau de la couche des fibres optiques, des fibres nerveuses rétiniennes, et donc ils ont une disposition parallèle aux fibres nerveuses rétiniennes. Et nous avons aussi un troisième type qui est les hémorragies en taches qui sont profondes et de grande taille. Au niveau de l'angiographie à la fluorescéine, ils vont se manifester naturellement par un aspect dit hypofluorescent par effet masque, parce que, comme je viens de le dire, l'hémorragie, elle va constituer un masque qui va nous masquer la rétine juste au-dessous. Là, par exemple, c'est une image du fond d'œil avec un fort grossissement et on arrive à voir plusieurs hémorragies en taches associées à des hémorragies punctiformes. Sur le cliché d'angiographie, les hémorragies vont prendre un aspect hypofluorescent par effet masque.
troisième signe caractéristique de la rétinopathie diabétique, c'est les nodules cotonneux. Les nodules cotonneux, il s'agit en fait d'une opacification, un épaississement des fibres nerveuses qui traduit une ischémie rétinienne aiguë. C'est un signe qui est réversible, c'est-à-dire on peut voir un nodule cotonneux qui peut disparaître quelques jours ou quelques semaines après. Ça traduit en fait une ischémie aiguë. Sur le plan physiopathologique, ça correspond à une interruption du flux au niveau des axones des fibres nerveuses rétiniennes. Il se manifeste sur le plan clinique par un épaississement blanc focal qui comparé à du coton. Sur le plan angiographique, il se manifeste par une lésion qui est hypofluorescente. Les exsudats, en fait, ils traduisent l'hyperperméabilité des capillaires rétiniennes. C'est une fuite lipidiques qui vont constituer de lipides à partir du sang, qui vont constituer des dépôts au sein de la rétine. Sur le, sur le plan clinique, il se manifeste par des petits points blancs, jaunâtres. Ils peuvent se disposer en couronne autour de la région maculaire chez les patients qui ont un œdème maculaire. Ils traduisent donc une hyperperméabilité capillaire. Ici, sur une photo du fond d'œil chez un patient, on arrive à voir plusieurs signes cliniques de la rétinopathie diabétique. On voit ici quelques exsudats autour de la macula qui est au centre et on voit au niveau de temporal plusieurs exsudats associés à plusieurs hémorragies en taches, mais aussi on remarque la présence de plusieurs hémorragies punctiformes qui sont donc au niveau des quatre cadrans de la rétine. Voici un autre exemple, un patient suivi pour rétinopathie diabétique où l'on voit des dépôts lipidiques, des dépôts d'exsudats au niveau de la région maculaire et autour de la macula. Autre anomalie importante, à savoir pourquoi? Parce qu'elle est essentielle pour, c'est-à-dire pour établir une classification de la rétinopathie diabétique qui est importante pour la prise en charge et qui conditionne le rythme et les indications en fait de la prise en charge de la rétinopathie diabétique. Il s'agit en fait des anomalies microvasculaires intrarétiniennes, ce qu'on appelle les AMIR. Il s'agit en fait d'anomalies des capillaires qui traduisent un bourgeonnement de la paroi vasculaire des vénules, se manifeste fond d'œil par une lésion rouge de petit calibre avec un aspect en bourgeon. Ils ne sont pas facilement identifiables sur un cliché de fond d'œil, peuvent être confondus par une hémorragie en tache, mais l'angiographie elle permet de faire la différence entre amir euh, et hémorragie en tache, puisque les amirs sont hy- hyperfluorescents et qui peuvent être associés à une fuite de la fluorescéine, mais sans diffusion de la fluorescéine. La diffusion de la fluorescéine et les caractéristiques des néovaisseaux rétiniens que l'on va voir tout de suite. La présence d'amir témoigne d'une ischémie rétinienne sévère et ça définit le stade, ce qu'on appelle de rétinopathie diabétique pré-proliférante, c'est-à-dire le stade qui précède le stade de rétinopathie diabétique proliférante. Voici un cliché d'angiographie rétinienne. Là, on voit plusieurs microanévrismes qui prennent la fluorescéine et on voit plusieurs hémorragies en taches qui sont hypofluorescentes, ici par exemple. Et là, ou mieux encore, ici, donc on regarde l'arcade veineuse supérotemporale, on voit un amir. C'est une hyperfluorescence localisée avec une légère fuite de la fluorescéine, mais sans diffusion. Les anomalies veineuses, c'est des anomalies qui sont associées à l'irrégularité du calibre des veines. Donc, ce qu'on appelle les veines moniliformes ou encore les veines en chapelet. Parfois, les anomalies veineuses ou les déformations de la paroi veineuse vont aboutir à ce qu'on appelle des boucles veineuses. Donc ici, par exemple, c'est un cliché de fond d'œil, de fort grossissement, où l'on voit que
La branche veineuse supérieure supéronasale, la paroi de cette branche veineuse, elle est déformée et prend un aspect en chapelet, c'est-à-dire plusieurs réductions localisées au niveau de la paroi de cette veine. La néovascularisation, c'est des proliférations, ou le néovaisseau rétinien, ce sont des proliférations néovasculaires à la surface de la rétine qui traduisent une ischémie rétinienne sévère. Il s'agit en fait ici de ce qu'on appelle l'inversion ou le déséquilibre de la balance angiogénique au niveau de la rétine. Lorsqu'on a un déséquilibre entre l'apport en oxygène et le besoin en oxygène au niveau de la rétine, on parle de balance angiogénique inversée. Et donc la rétine va commencer à produire, les cellules de la rétine vont commencer à produire ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Parmi ces facteurs de croissance les plus importants, c'est le VEGF. Ces facteurs de croissance vont aboutir à simuler la prolifération de néovaisseaux anormaux. Ces néovaisseaux sont très néfastes pour la rétine. Ils vont se compliquer, ils vont aboutir au stade de rétinopathie diabétique, à plusieurs complications caractéristiques du stade de rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Ils se manifestent sur le fond d'œil par des proliférations de vaisseaux, comme on le voit ici, dites en éventail. C'est des vaisseaux qui sont anarchiques, qui n'ont aucune disposition particulière, à la différence des vaisseaux rétiniens normaux qui ont une disposition particulière que l'on connaît très bien. Sur le plan angiographique, ces néovaisseaux vont se manifester par une hyperfluorescence intense dès le temps précoce et qui augmente dans les temps tardifs des temps tardifs de l'angiographie. Comme on le voit ici, ces lésions, en fait, ces taches blanches correspondent à une diffusion de la fluorescéine qui traduisent bien la présence de néovaisseaux rétiniens. On va voir d'autres exemples comme c'est le cas ici. Donc, ce sont ici, il s'agit ici d'une fuite, d'une diffusion de la fluorescéine qui correspond à des néovaisseaux rétiniens. Là encore, sur ce cliché d'angiographie, on ne voit pas de néovaisseaux, mais on voit euh, la cause des néovaisseaux qui est l'ischémie rétinienne. L'ischémie rétinienne, elle se traduit par une disparition du lit capillaire au niveau de la rétine et qui se manifeste sur le plan angiographique par des territoires qui sont noirs, qui correspondent à des territoires là où il n'y a plus de capillaire rétinien. L'œdème maculaire diabétique, c'est une complication de l'hyperperméabilité capillaire. Il s'agit en fait de l'accumulation de liquide extracellulaire provenant du sang mais qui va s'accumuler au niveau de la région maculaire. Et l'on sait que la région maculaire est la zone de la rétine qui est la plus riche en cellules photoréceptrices, notamment les cônes, et qui est responsable de la vision centrale. Et donc, toute atteinte de la macula va aboutir à une baisse de l'acuité visuelle profonde. Donc, l'accumulation du liquide au niveau de la macula va aboutir à l'épaississement de cette macula. Il existe en fait deux aspects, un œdème maculaire focal et un œdème maculaire diffus de grande abondance. Donc, il se manifeste par l'angiographie par une hyperfluorescence, mais surtout, l'examen qui permet le diagnostic et la quantification et le suivi de l'œdème maculaire, c'est l'OCT, l'OCT maculaire, ou l'OCT de la macule. Ici, par exemple, nous avons sur un cliché d'angiographie une hyperfluorescence maculaire après la réalisation d'un OCT, on voit plusieurs logettes noires qui correspondent à l'accumulation du liquide au niveau des couches de la rétine. On voit ici des logettes d'œdème maculaire associées à un décollement séreux de la rétine. Et donc, dans la rétinopathie diabétique, on vient de le voir, il s'agit d'un diagnostic qui est clinique, mais il existe, nous avons à notre disposition des examens complémentaires qui ne sont pas systématiques, mais qui ont une valeur
contributive dans certaines situations. C'est le cas par exemple de l'angiographie à la fluorescéine, qui est un examen complémentaire qui n'est pas systématique. L'angiographie à la fluorescéine, on la, on la demande plus systématiquement dans la rétinopathie diabétique, même proliférante. Les clichés donc de rétinophotographie grand champ, ils sont plus intéressants. Ça nous aide à documenter les lésions de la rétinopathie diabétique, de communiquer ça nous permet aussi de communiquer avec les autres collègues et confrères autour de la rétinopathie diabétique et d'expliquer aux patients de manière claire et simplifiée les lésions qu'il peut présenter. Elle garde un intérêt uniquement si on veut quantifier les territoires de l'ischémie rétinienne. Lorsqu'on doute sur la présence de néovaisseaux débutants de petite taille, quand on n'est pas sûr, quoique le diagnostic est clinique, mais parfois il existe des néovaisseaux très débutants que l'on ne peut pas détecter qu'après réalisation d'une angiographie rétinienne à fluorescéine. Et en cas de lésion ou de pathologies associées comme les occlusions veineuses, les pathologies néovaisseaux-choroïdiens, etc. L'OCT, c'est un examen qui permet l'analyse quantitative et qualitative des différentes couches rétiniennes et qu'on le demande uniquement en cas de suspicion ou de suivi d'œdème maculaire diabétique. Là, nous allons prendre le cas d'un patient qui est suivi pour une rétinopathie diabétique et on peut chercher des signes de rétinopathie diabétique tels que ici on voit une couronne d'exsudat rétinien au niveau donc au niveau de la zone périmaculaire en temporale. On voit ici au niveau de la rétine périphérique nasale un nodule cotonneux. On arrive aussi à avoir plusieurs hémorragies rétiniennes. Ici, nous avons des hémorragies en taches qui sont disséminées sur les quatre cadrans de la rétine. Il existe aussi des hémorragies punctiformes, au niveau des quatre cadrans. Et ici, euh, autour des branches artérielles inférieures, temporales, une grosse tache d'hémorragie qui peut bien correspondre à des néovaisseaux rétiniens. Là, c'est un cliché d'angiographie là, grand champ chez un patient où on arrive à voir dans les stades précoces des prises localisées de fluorescéine, mais au stade tardif, nous voyons des diffusions de la fluorescéine au niveau des deux cadrans inférieurs. Ici, au niveau temporal, on voit des lésions qui prennent la fluorescéine, qui peuvent correspondre soit à des amyres, soit à des néovaisseaux. L'analyse des temps tardifs permet de faire la différence entre les deux. On voit ici que les néovaisseaux rétiniens, ils ont diffusé. On voit une diffusion de la fluorescine à leur niveau, alors que les amyres ne diffusent pas, ne vont pas donner une diffusion de fluorescine. Là encore, c'est un autre patient où l'analyse de son fond d'œil permet de distinguer plusieurs hémorragies rétiniennes de différents types. Mais ce qui nous intéresse, c'est la présence de ce qu'on appelle des vaisseaux fantômes. Il s'agit ici de vaisseaux rétiniens qui sont blancs, c'est-à-dire ils ne contiennent, c'est-à-dire que le sang ne circule plus à l'intérieur de ces vaisseaux-là. Ça traduit une ischémie rétinienne sévère que l'on peut mettre en évidence et quantifier par un cliché d'angiographie. L'angiographie, elle nous a montré ce large territoire d'ischémie rétinienne caractérisé par la disparition du lit capillaire associé à une ischémie centrale que l'on appelle un élargissement de la zone avasculaire centrale. Là, c'est un cliché d'OCT chez ce patient qui nous a montré la présence de logette d'œdème maculaire diabétique. Un autre examen complémentaire qui n'est pas systématique, mais qui est indiqué uniquement en cas de cataracte,
ou d'hémorragie intravitréenne, c'est l'échographie oculaire. Donc ici, c'est un patient qui présente une hémorragie intravitréenne compliquant une rétinopathie diabétique proliférante et chez qui l'échographie oculaire a objectivé ici un signe de décollement de rétine tractionnelle. On voit ici la rétine, elle est très épaissie, elle est décollée et on voit ici des tractions périphériques de sa rétine. Il s'agit en fait d'un décollement de rétine tractionnelle. Et donc, pour faciliter la communication entre les professionnels de la santé et la prise en charge de la rétinopathie diabétique, donc plusieurs classifications ont été établies. C'est des classifications qui doivent être faciliter la communication entre les différents spécialistes, ophtalmos, diabétologues, généralistes, etc. Donc, euh, nous allons, la classification la plus utilisée, c'est la classification de l'Alphédiam, qui est une classification qui est simplifiée et dans cette classification, on arrive à donc, faire la distinction entre une rétinopathie diabétique non proliférante, minime, modérée ou sévère, et une rétinopathie diabétique proliférante, là encore, qui peut être minime, modérée et sévère, et le stade de rétinopathie diabétique proliférante compliquée, c'est-à-dire les trois complications redoutables de la rétinopathie diabétique, qui sont l'hémorragie intravitréenne, le décollement de rétine tractionnelle et le glaucome néovasculaire. Il existe aussi une rétinopathie diabétique associée ou non à une maculopathie diabétique. Nous allons voir chaque stade parce que c'est une classification qui doit être maîtrisée par tous les médecins qui sont impliqués dans la prise en charge donc du diabète, par les médecins généralistes et les endocrinologues. Donc le premier stade de rétinopathie diabétique, c'est le stade de rétinopathie diabétique non proliférante minime et qui est caractérisé par la présence de quelques micro-anévrismes et de quelques micro-hémorragies ou quelques hémorragies. Nous voyons donc, nous remarquons qu'il ne s'agit pas d'une définition qui est figée. Il ne s'agit pas d'une définition qui est très précise. Le stade qui va suivre, c'est le stade de rétinopathie diabétique non proliférante modérée, qui, là, on parle de non plus de quelques microanévrismes, mais de nombreux microanévrismes et de nombreuses hémorragies avec quelques petits territoires d'ischémie rétinienne. Et là encore, ce n'est pas une définition qui est précise. Le dernier stade de la rétinopathie diabétique non proliférante, c'est le stade de, de rétinopathie diabétique non proliférante sévère ou encore pré-proliférante, c'est-à-dire qui précède la prolifération, c'est-à-dire l'apparition de néovaisseaux. Il s'agit là d'une définition qui est précise. C'est ce qu'on appelle la règle des 4, 2, 1, c'est-à-dire la présence d'hémorragies rétiniennes nombreuses dans 4 cadrans ou bien la présence d'anomalies veineuses dans 2 cadrans ou encore la présence d'amires nombreuses dans un seul cadran. C'est ce qu'on appelle la règle des 4, 2, 1. Et il s'agit donc d'un stade dont la définition est précise. En non-géographie, la présence de vastes territoires d'ischémie rétinienne périphérique euh, ça fait partie également de, de ce stade de rétinopathie diabétique pré-proliférante. Le stade de rétinopathie diabétique proliférante minime se traduit par la présence de néovaisseaux rétiniens d'une petite taille, la rétinopathie diabétique proliférante modérée, la présence soit de néovaisseaux rétiniens de grande taille ou de néovaisseaux prépapillaires de petite taille. Et l'unité qui nous permettra de mesurer l'étendue de ces néovaisseaux, c'est ce qu'on appelle le diamètre papillaire, c'est-à-dire que sur un cliché du fond d'œil ou sur un cliché d'angiographie rétinienne, on va comparer la taille des néovaisseaux à la taille de la papille. Le stade ultime de la rétinopathie diabétique proliférante sévère, c'est, il est défini par la présence de néovaisseaux prépapillaires de grande taille, c'est-à-dire dont la taille est supérieure au tiers de la surface de la papille optique. Par la suite, en l'absence de traitement, et on va le voir tout à l'heure, le traitement de la rétinopathie diabétique proliférante, c'est un traitement qui est très peu coûteux et qui est simple, qui est disponible. Donc, la rétinopathie diabétique proliférante compliquée, les trois complications très redoutables et très graves et qui nécessitent, pour les prendre en charge,
des équipes qualifiées, des moyens financiers, des moyens techniques et matériels importantes, et dont le traitement n'aboutit pas forcément à une récupération d'une acuité visuelle satisfaisante. Ces stades de la rétinopathie diabétique peuvent être associés ou non à une maculopathie œdémateuse ou une maculopathie ischémique. Donc la gravité de la rétinopathie diabétique tient d'une part à l'évolution de l'œdème maculaire. Donc la rétinopathie diabétique, comme je viens de le dire, ne donne pas une baisse de l'acuité visuelle en l'absence d'œdème maculaire et en l'absence de rétinopathie diabétique compliquée. Donc la présence d'œdème maculaire ou de rétinopathie diabétique compliquée font toute la gravité de la rétinopathie diabétique. Donc les trois complications graves de la rétinopathie diabétique, c'est tout d'abord l'hémorragie intravitréenne. Dans l'origine, c'est le saignement de néovaisseaux rétiniens, qui sont des vaisseaux anarchiques, anormaux, fragiles, qui peuvent saigner. Dans cette hémorragie intravitréenne, elle va nous masquer la rétine en fonction de son abondance. Souvent, l'hémorragie intravitréenne, elle est abondante. Il nous empêche d'explorer la rétine. Et en l'absence de récupération ou de régression au bout de quelques semaines, le seul traitement possible, c'est le traitement par vitrectomie. Euh, c'est un traitement euh, qui, euh, qui est onéreux, qui n'est pas disponible, qui est disponible uniquement dans dans les hôpitaux de troisième ligne et qui nécessite des moyens techniques et des équipes qualifiées pour prendre en charge ces patients-là. Deuxième complication encore plus grave que l'hémorragie intravitréenne, c'est la présence d'un décollement de rétine tractionnel. Là encore, le développement d'une néovascularisation est associé à une prolifération de membranes fibrogliales. Ces membranes fibrogliales, ils vont se rétracter avec le temps. Ils vont exercer des tractions mécaniques sur la rétine qui va se décoller, qui va finir par se décoller. Le décollement de la rétine, notamment de la région maculaire, va aboutir à une baisse de l'acuité visuelle qui peut être donc une baisse profonde de l'acuité visuelle. Et dont le seul traitement, c'est d'abord la vitrectomie. On doit enlever tout le vitré. Deuxième chose, c'est de faire un pelage de ces membranes. C'est un pelage qui doit être minutieux, doit être fait par un chirurgien rétinologue qualifié et qui n'est pas toujours aisé, aisé, et qui permet souvent une récupération satisfaisante de l'acuité visuelle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Troisième complication, donc là encore, c'est une autre image de décollement de rétine tractionnelle. La troisième complication qui est très redoutable de la rétinopathie diabétique, c'est en présence d'une ischémie rétinienne sévère et d'une inversion de la balance angiogénique. L'ischémie rétinienne sévère, elle va aboutir au développement de néovaisseaux rétiniens. Ces néovaisseaux rétiniens, ils vont finir par envahir le segment antérieur, notamment l'angle iridocornéen. Cela va se traduire par la présence de rubéose irienne, c'est-à-dire apparition de néovaisseaux anarchiques au niveau de l'iris, et secondairement par ce qu'on appelle un glaucome néovasculaire. C'est une pathologie dont le traitement qui constitue une urgence diagnostique et thérapeutique, et en l'absence de traitement, il va aboutir non seulement à la cécité, mais également à un œil non fonctionnel et douloureux, ce qui est malheureusement toujours le cas dans notre contexte africain. Là, c'est une rétinopathie diabétique proliférante, compliquée, d'hémorragie intravitréenne de faible abondance. On arrive à voir ici euh, une hémorragie dans le vitré qui masque la rétine au-dessous. Et sur le cliché de fond d'œil, on arrive à distinguer la présence de vaisseaux anarchiques. Sur un cliché d'angiographie, et je rappelle que dans ce cas particulièrement précis, seule une photo du fond d'œil est suffisante pour faire le diagnostic de rétinopathie diabétique proliférante compliquée. Le, le-
sur le plan diagnostique, la réalisation d'une angiographie rétinienne n'est pas justifiée. En fait. C'est des risques de plus à prendre pour le patient, c'est un coût supplémentaire pour le patient et pour la santé publique. Ici, au niveau nasal, on voit des diffusions de la fluorescine qui correspondent à des petits néovaisseaux, mais ici, en temporal, un grand néovaisseau dont la taille est supérieure à la taille de la papille chez ce patient. C'est un autre cas de rétinopathie diabétique compliquée, de néovascularisation, puis de décollement de rétine tractionnelle et on voit une large membrane. Ce cas, ce décollement de rétine tractionnelle est associé au niveau de l'iris d'une rubeose irienne qui s'est compliquée de glaucome néovasculaire. C'est un patient qui n'a jamais bénéficié d'un traitement laser qui va permettre, nous allons le voir tout de suite, de traiter la rétinopathie diabétique proliférante et de prévenir des complications de la rétinopathie diabétique. Donc on passe directement au traitement. Donc la pierre angulaire du traitement de la rétinopathie diabétique, c'est la bonne prise en charge du diabète. C'est une condition indispensable sans laquelle le traitement de la rétinopathie diabétique médical, physique, c'est-à-dire le laser, ou chirurgical n'est pas efficace. De même, en plus de l'équilibre de la glycémique, on va équilibrer tous les facteurs de risque associés à la rétinopathie diabétique, à savoir les dyslipidémies, l'hypertension artérielle, le tabac, l'alcool, l'obésité, etc. Ce sont des facteurs de risque qui vont aboutir à des troubles, à des anomalies de la vascularisation rétinienne et qui sont de nature à aggraver la rétinopathie diabétique. Le traitement de la rétinopathie diabétique, le traitement classique, le plus efficace, le moins cher et avec lequel nous avons un grand recul, c'est ce qu'on appelle la photocoagulation panrétinienne au laser. Actuellement, avec le développement de laser multifocal, le laser Pascal, vert ou le laser jaune, la réalisation une photocoagulation panrétinienne au laser devient une tâche aisée, accessible, donc, accessible aux patients et pas onéreuse pour la santé publique. Les lasers sont actuellement disponibles dans les hôpitaux de deuxième niveau, de troisième niveau. Ils sont disponibles partout. Dans la réalisation est facile, peut être pratiquée par tout ophtalmologiste et qui permet un traitement efficace de la rétinopathie diabétique, bien entendu, lorsqu'elle est réalisée au moment opportun. Donc la photocoagulation panrétinienne, elle est indiquée dans les stades de rétinopathie diabétique proliférante. Dans des cas particuliers, elle peut être indiquée dans la rétinopathie diabétique pré-proliférante, dans 5 cas précis que nous allons voir tout de suite. Le traitement de la rétinopathie diabétique ischémique, il passe par la photocoagulation panrétinienne, qui permet d'éviter les complications de la rétinopathie diabétique. Voici euh, des images du fond d'œil qui traduisent une photocoagulation panrétinienne bien faite chez un patient. On voit les impacts de laser qui sont homogènes, disséminés au niveau de toute la périphérie rétinienne. Deuxième complication de la rétinopathie diabétique, du diabète que l'on va voir sans traitement, c'est l'œdème maculaire diabétique. L'œdème maculaire diabétique, il est traité en agissant sur l'inflammation ou bien sur les VEGF, les facteurs de croissance, qui sont incriminés dans la physiopathologie de cet œdème maculaire diabétique. Donc actuellement, on le traite par des injections intravitréennes. Plusieurs molécules existent sur le marché, dont la majorité sont malheureusement inaccessibles en raison de leur coût exorbitant. Le traitement chirurgical qui est indiqué dans les rétinopathies diabétiques donc compliquées, la vitrectomie, qui est un traitement chirurgical qui nécessite la présence d'équipements
de chirurgie vitréorétinienne, de consommables de chirurgie et d'équipes qualifiées. Ce n'est pas toujours disponible dans nos hôpitaux. La cryoapplication, c'est un traitement qui est ancien et qui est très rarement indiqué au jour d'aujourd'hui. Il est indiqué uniquement en l'absence de visibilité de la rétine à cause d'une hémorragie intravitréenne ou d'une cataracte qui est inaccessible au traitement pour une raison ou pour une autre. Il est très rarement pratiqué au jour d'aujourd'hui. La surveillance de la rétinopathie diabétique, il est primordiale. En principe, en l'absence de même en l'absence de rétinopathie diabétique, un fondé annuel doit être réalisé chez tout patient diabétique. C'est le cas aussi des patients porteurs d'une rétinopathie diabétique non proliférante minime, non proliférante modérée. Au stade de pré-prolifération, le rythme de surveillance doit être raccourci. On va voir nos patients tous les 6 mois, quand cela est possible. Nous allons prendre le cas d'un patient qui présente des signes de rétinopathie diabétique non proliférante, sévère ou pré-proliférante. Il existe en fait deux cas de figure. Le premier cas de figure, le patient habite dans la même ville, c'est-à-dire qu'il a un ophtalmologiste qu'il peut consulter de manière régulière et qui dispose des moyens qui lui permettent de consulter tous les 6 mois chez son ophtalmologiste, eh bien, nous allons pas faire un laser, nous allons le contrôler de tous les 6 mois afin de détecter des signes de rétinopathie diabétique proliférante pour commencer le laser. Si le patient n'a pas la possibilité de consulter tous les 6 mois, si nous estimons que nous allons le perdre de vue, eh bien, il s'agit de l'une des indications de la photocoagulation panrétinienne dans la rétinopathie diabétique non proliférante sévère. Et donc, pour récapituler, le laser, la photocoagulation panrétinienne, est indiqué dans les rétinopathies diabétiques proliférantes. Dans la rétinopathie diabétique non proliférante, eh bien, il existe cinq indications du laser. La première indication, on vient de le voir, c'est les patients qu'on va perdre de vue. Qu'on sait qu'on n'arrive pas qu'on va pas arriver à les suivre correctement, on va les laseriser. Deuxième indication, c'est la puberté et l'adolescence, et on sait qu'à l'âge de l'adolescence, le diabète en général et ses complications, ils vont s'aggraver. Parce que pour des raisons d'abord physiologiques, hormonales, dues aux modifications physiologiques qui peuvent survenir chez l'adolescent et pour la faible adhérence au traitement que l'on observe généralement chez cette tranche de population. Donc le risque, un grand risque de ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique proliférante floride, qui est une complication, qui est une forme grave de la rétinopathie diabétique. Chez ces patients, même en présence de rétinopathie diabétique pré-proliférante, on va les traiter par laser. Deuxième cas de figure, en grossesse. La grossesse à cause de changements hormonaux, de faible adhérence de traitement dans certains cas. Donc la rétinopathie diabétique, il va flamber, il va s'aggraver. Donc c'est l'une des indications du laser précoce, avant le stade de prolifération. Troisième cas, c'est la présence d'une hyperglycémie très importante chez un patient que l'on voit équilibrer rapidement. Donc ce changement, cette baisse rapide de la glycémie, elle est délétère pour la vascularisation rétinienne. Et donc elle va aboutir à une aggravation de la néovascularisation de la rétine. Quatrième cas, c'est les patients qui vont bénéficier d'une chirurgie de cataracte à cause de phénomènes inflammatoires. Le risque de rubéose irienne et de glaucome néovasculaire, ils sont importants chez ces tranches de population. Et donc, la réalisation d'une photocoagulation panrétinienne est recommandée, même en l'absence de néovascularisation rétinienne. Donc, le dépistage de la rétinopathie diabétique
nous permet d'éviter toutes ces complications qu'on a vues tout à l'heure. Et c'est un dépistage qui est vraiment accessible, qui est facile de réalisation, très facile, d'un coût qui est faible, et que l'on peut, donc qui doit être systématique dans les établissements euh, qui peuvent offrir ou prodiguer des soins de santé oculaire primaires dans les différentes communautés africaines. Ils permettent le dépistage efficace de la rétinopathie diabétique, de sensibiliser ces patients quant à la gravité de la rétinopathie diabétique et des complications du diabète en général, et qui permet de traiter de manière efficace grâce au laser et d'éviter l'évolution vers des stades ultimes de la rétinopathie diabétique. Donc, chez les patients, des jeunes patients qui sont suivis pour diabète de type 1, en général, et comme on vient de le dire au début de la présentation, on ne va pas commencer le dépistage tout de suite, ce n'est pas obligatoire. On va attendre 3 jusqu'à 5 ans avant de commencer un fonds annuel. Par contre, chez les patients diabétiques de type 2, il est recommandé de commencer un dépistage de rétinopathie diabétique immédiatement après la découverte du diabète chez cette tranche de population. Et donc, pour conclure, la rétinopathie diabétique est une cause majeure de malvoyance et de cécité qui, malheureusement, en plus de la cataracte dans nos communautés, donc constitue une cause importante de cécité évitable. L'équilibre strict de la glycémie, de la tension artérielle, la surveillance annuelle du fond d'œil permettent la prévention de la rétinopathie diabétique. Le traitement par laser, c'est un traitement facile, accessible, peu cher, qui empêche les complications de la rétinopathie diabétique proliférante, qui stabilise la baisse de l'acuité visuelle, donc de l'œdème maculaire. Au stade de complications de rétinopathie diabétique, nous devons disposer de centres de chirurgie vitréorétinienne avec des équipements nécessaires et des équipes qualifiées qui nous permettent de prendre en charge de manière efficace et de sauver, même, donc la majorité des cas, même dans les stades les plus tardifs, ça permet de sauver l'acuité visuelle utile chez ces patients-là. Et je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas C'est si nous qui vous vous avez des questions. remercions. C'est nous qui vous remercions, professeur, pour cette très belle présentation, très belle et très explicite. Nous allons à présent passer à la deuxième phase de ces échanges, la phase des questions-réponses. Comme vous le savez déjà, il suffira de lever la main si vous avez des questions et de poser directement votre question ou votre préoccupation après ouverture de votre micro sur sollicitation. Ou vous pouvez simplement déposer ou écrire la question dans le chat. Alors, en attendant que les participants ne puissent se manifester pour les questions, professeur, je voudrais vous demander si, nous avons une main levée de monsieur ou madame Gracia Baissam. Vous pouvez ouvrir votre micro et poser la question. Bonsoir, euh, je Bonsoir, me vous nomme. allez bien? Oui, je vais bien, merci. Et vous? Ça va, merci. J'ai une question pour le présentateur. En Allez-y, fait, s'il vous plaît. il a parlé du laser sur la grossesse. Je me demande, est-ce que ça n'a pas d'impact sur l'enfant plus tard? Juste ça. Merci. Merci. Merci pour votre question. C'est une question qui est intéressante. En fait, comme je viens de le dire, il existe 5 situations critiques dans lesquelles la rétinopathie diabétique va s'aggraver. Et nous avons vu malheureusement le cas de femmes enceintes qui étaient suivies pour un diabète, qui était un diabète bien contrôlé. Et après le début de la grossesse, donc le diabète s'est aggravé, c'est fortement mal équilibré. Et quand c'est associé à d'autres complications générales du diabète ou à d'autres complications de la grossesse, la prise en charge
correct de la rétinopathie diabétique parfois devient vasculaire parce que devient difficile, inaccessible, pardon, parce que le pronostic vital, prime, il est prioritaire au pronostic, par rapport au pronostic fonctionnel. La réalisation d'un laser PPR chez ces patients est recommandée afin donc justement d'éviter les complications et donc l'aggravation de la rétinopathie diabétique proliférante. Ce laser, il s'agit en fait d'un traitement physique, c'est un traitement par laser. Donc, aucune prise de médicament n'est nécessaire dans ce cas. Et c'est un laser, c'est un traitement qui est fort heureusement anodin pour la femme enceinte, qui ne constitue aucun risque pour sa grossesse. Et donc, nous avons la main facile de le réaliser au moindre doute chez la femme enceinte. D'accord, merci bien. Merci beaucoup, professeur, pour ces éclaircissements. Alors, en attendant d'avoir de nouvelles mains levées, je voudrais demander, s'il vous plaît, professeur, si vous devez nous résumer l'essentiel de votre présentation en quelques phrases. Quel serait ce résumé? En fait, ce qui est intéressant dans le diabète, et je dirais les messages qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que tout d'abord, le diabète, le patient diabétique, c'est un patient qu'il faut prendre en charge dans sa globalité. Cela veut dire que tous les professionnels de la santé qui sont impliqués dans la prise en charge du patient diabétique, quelle que soit leur spécialité, néphrologue, chirurgien vasculaire qui est impliqué dans la prise en charge du pied diabétique, ophtalmologiste impliqué dans la prise en charge de la rétinopathie diabétique, ils doivent prendre en charge non plus une maladie, une complication du diabète ou une micro ou macro-angiopathie rétinienne, mais ils doivent prendre en charge le patient diabétique dans sa globalité. On va prendre l'exemple de la néphropathie diabétique, qui est une complication du diabète. Un néphrologue ou un médecin généraliste, il va diagnostiquer une néphropathie diabétique, mais il doit pas négliger la prise en charge d'autres microangiopathies diabétiques, puisque la présence d'une néphropathie diabétique signifie que la rétinopathie diabétique, elle est déjà là. Et il faut adresser le patient chez l'ophtalmologiste pour dépister une rétinopathie diabétique. Et donc la collaboration multidisciplinaire entre les différents intervenants, elle est primordiale pour la prise en charge correcte de la rétinopathie diabétique. Merci Je crois beaucoup, que nous avons professeur. une question. Oui, dans le chat, Monsieur Boubacar dit, merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. J'ai raté le début du cours. Ma question est de savoir pourquoi pour le dépistage chez le diabétique de type 1, il faut attendre 3 à 5 ans d'évolution, contrairement au diabétique de type 2. Donc, comme on vient de le dire, donc le patient diabétique de type 1, en général, le diagnostic du diabète de type 1, il est on connaît parfaitement le début, la date du début de la maladie, puisque le diabète de type 1, en général, il est symptomatique. Chez un jeune qui présente un diabète de type 1, la glycémie elle augmente de manière très importante. Il aura des manifestations cliniques, des symptômes. Donc, on va le consulter, on arrive à dépister le diabète de type 1, faire le diagnostic, et on connaît parfaitement le début de la maladie. Par contre, chez le patient diabétique de type 2, là, c'est une maladie qui se caractérise le plus souvent par une évolution insidieuse, très lente, et donc le moment du diagnostic du diabète de type 2 ne correspond pas forcément au moment du début de la maladie. Et on sait que la rétinopathie diabétique, comme toutes les microangiopathies, comme toutes les complications du diabète, c'est des complications qui nécessitent du temps pour s'installer. La rétinopathie diabétique, par exemple, elle va prendre 3 à 5 ans pour s'installer. Et donc, on va estimer que chez le patient diabétique de type 2,
chez qui on ne connaît pas parfaitement la date de début de la maladie, nous estimons qu'il est plus prudent de commencer le dépistage de la rétinopathie diabétique immédiatement au moment du diagnostic parce que nous n'avons pas une idée claire sur l'histoire de son diabète. J'espère que j'étais clair dans ma réponse. Très clair. Monsieur Cissé, si vous avez compris ou si la réponse est satisfaisante, est-ce que vous pourrez vous manifester? Ok, pas de réponse. En attendant qu'il y ait de nouvelles mains levées, je rappelle rapidement. Ok, santé avant tout. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation et l'éclaircissement sur la rétinopathie diabétique. Monsieur Cissé vous remercie parce qu'il est très satisfait de votre réponse. Alors, Je vous en prie. en attendant de nouvelles mains levées, je rappelle très rapidement la procédure pour l'obtention de l'attestation de ce webinaire. Pour obtenir votre attestation de suivi, il faudra vous connecter à l'interface de la plateforme Rema Learning. Ensuite, vous cliquez sur webinaire passé, vous tapez dans la barre de recherche le thème de ce webinaire qui est la rétinopathie diabétique et vous serez soumis à un questionnaire pour évaluer votre maîtrise ou votre assimilation de cette présentation. Vous pourrez obtenir votre attestation uniquement si vous avez pu obtenir 60% de bonnes réponses aux questions qui vous seront posées. Et ensuite, vous pourrez télécharger très facilement votre attestation. On n'a toujours pas de questions ni dans le chat, pas de main levée. Cela suppose que la présentation a été très explicite. J'espère que c'est le cas. Alors, puisque nous n'avons pas de questions, professeur, je vous remercie encore une fois pour votre présentation qui était très, très intéressante et merci de nous avoir gratifié de votre belle pédagogie ce soir et de votre précieux temps. Nous espérons vous revoir très bientôt pour une nouvelle thématique, pourquoi pas. Merci, merci pour votre invitation et j'espère pouvoir revenir bientôt pour vous présenter un autre sujet qui peut vous intéresser. Oui, Nous pourquoi pas. sommes impatients et ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci à tous les participants et on se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de partage de connaissances, toujours avec autant de plaisir. Au revoir.